Pen. Il s'appelle Frédéric Chatillon, on va en parler dans quelques instants. Ça fait un peu désordre évidemment puisque Marine Le Pen a toujours dénoncé le pouvoir de nuisance de cette finance mondialisée. Est-ce qu'il y a un lien entre les investissements de Frédéric Chatillon et le parti de Marine Le Pen? On fera le point ce soir évidemment, puis on s'intéressera à un débat, je dirais, plus géopolitique. Est-ce qu'on peut empêcher, lutter contre cette évasion fiscale, contre la création de ces sociétés offshore? Parce qu'après tout, il y a des avocats, des financiers qui ici à Paris en vivent, des banques aussi, puisque quelques banques françaises sont épinglées. On va évidemment en parler. lcp.fr, c'est notre adresse. Le JDD, vous connaissez l'adresse de notre partenaire. Et puis hashtag CVR pour les tweetos. Vous êtes évidemment chaque soir très nombreux à tweeter. Puis il y a une page Facebook si vous voulez faire partager vos commentaires. N'hésitez pas. Karine Berger, bonsoir. Bonsoir. Députée socialiste des Hautes-Alpes. Vous avez, on y reviendra, déposé plusieurs amendements au projet de budget 2016 pour imposer la transparence des bénéfices des sociétés. Alors c'est très technique, mais vous nous l'expliquerez parce que évidemment c'est important. Vous êtes économiste, faut-il le rappeler, et présente votre livre. Alors il n'est pas lié directement aux questions d'évasion contre la mort de la gauche. Vous l'avez coécrit avec Yann Gallu. Nicolas Bay, bonsoir. Bonsoir. Je parlais du Front National. Vous êtes député européen du Front National, secrétaire général du FN. On écoutera évidemment vos arguments par rapport à ce qui a été évidemment écrit en une du Monde. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Stéphanie Gibaud, bonsoir. Vous êtes lanceuse d'alerte. Alors on reviendra sur ce concept de lanceuse d'alerte. Ça veut tout dire et rien dire. Vous faites partie de ces cadres qui ont décidé bien de ne pas détruire des pièces importantes, des fichiers. C'était dans le cadre de la banque UBS. Et depuis, c'est vrai que vous êtes considérée comme lanceuse d'alerte. Vous êtes aujourd'hui, en tout cas, dans une situation très délicate. Vous avez écrit un livre, La femme qui en savait trop, aux éditions du Cherche Midi. Et vous dites aujourd'hui que vous êtes plus condamnée que les coupables. Et on va en parler avec vous parce que vous êtes dans une situation financière dramatique. Merci d'être là. Éric Alt, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes magistrat, vice-président de l'ONG Anticor. Anticor, d'ailleurs, qui avait remis le prix Anticor justement après le livre de Stéphanie Gibaud. Vous avez vous aussi écrit un livre, L'esprit de corruption, qui est sorti en octobre 2012 aux éditions du Bord de l'eau. Merci à vous quatre. D'abord, regardons, parce que évidemment Le Monde nous avait annoncé qu'un parti politique de premier plan était visé. Qu'en est-il exactement? Il s'agit du Front National, mais vous allez le voir, c'est un peu plus compliqué que cela, comme nous l'explique Marie Labatte. Tout commence en 2012, juste après l'élection de François Hollande à la tête du pays, et quelques jours seulement avant les législatives. Selon le journal Le Monde, Frédéric Chatillon, un proche de Marine Le Pen, s'organise pour faire sortir du territoire français la somme de 316 000 € de sa société, Riwal, qui est aussi le principal prestataire de communication du FN. Direction une société écran, Time Dragon, basée à Hong Kong, c'est la première étape. Puis, Nicolas Crochet, un autre proche de Marine Le Pen et expert comptable chargé du programme économique de la candidate en 2012, propose d'utiliser comme entité de portage l'une des sociétés offshore hongkongaises de son frère Sébastien. Dès lors, Frédéric Chatillon peut récupérer l'argent sur l'île pour l'investir dans l'entreprise de son ami Pascal Xatar à Singapour. Hier, le principal intéressé a donc choisi de réagir sur Facebook pour assurer qu'il s'agissait seulement d'investir en toute légalité en Asie. Interrogé par les magistrats en charge de l'enquête sur le micro-parti Jeanne et le financement des campagnes présidentielles et législatives de 2012, aucun lien n'a pour l'instant pu être établi. Donc, alors, la fin du sujet de Marie Labatte est assez claire, aucun lien n'a pu être établi. C'est vrai que l'article du Monde explique exactement ce que nous révèle Marie Labatte avec cette volonté d'aller placer de l'argent et d'investir en Asie. Simplement, là où le bas blesse, c'est que Frédéric Chatillon, c'est un proche, tout proche, un ami de Marine Le Pen, ils se sont rencontrés à l'université et qu'il a fait des prestations de communication pour votre parti. C'est vrai que ça sème le trouble, même si pour l'instant le lien n'est pas avéré, bien entendu. Oui, ce qui est assez extraordinaire dans ce dossier, c'est qu'il y a environ 1000 personnalités françaises qui sont pointées par cette enquête. Et en réalité, on a un certain nombre de noms d'élus, de ministres, d'anciens ministres, que ce soit des UMP ou des socialistes, et personne ne songe à mettre en cause le parti, c'est-à-dire
les Républicains ou le Parti Socialiste. Il n'y a aucun nom de personnalité du Front National, aucun dirigeant, aucun cadre, aucun élu du Front National, et on arrive à essayer de mettre en cause le Front National parce qu'il y a le nom d'un de ses prestataires qui apparaît. Les choses sont très simples. D'abord, le Front National, en effet, vous l'avez dit, n'a rien à voir avec cette affaire. Le Front National n'est pas en cause, et d'ailleurs, ce dossier est parfaitement connu des enquêteurs, puisque le juge Van Rymbeck, qui est quand même pas un juge de deuxième catégorie, qui connaît son travail, a établi, dans le cadre de l'enquête sur l'association Jeanne et sur le financement de nos campagnes électorales, qu'il n'y avait aucun grief à faire à l'égard du Front National sur cette transaction et cet investissement qui est fait à Hong Kong par la société Iwal. Par ailleurs, il n'a pas non plus mis en cause la société Iwal pour cet investissement. Pourquoi? Parce que, d'après les informations dont je dispose, cet investissement est parfaitement régulier. Il a été fait d'ailleurs en s'étant acquitté de la fiscalité française. Donc c'est important de le préciser. Oui, j'ai l'impression qu'on exporte. Je crois que c'est un aspect important, mais excusez-moi, vous me laissez terminer parce que c'est moi qui suis interrogé. Et donc, ce que je vois moi dans ce dossier, c'est qu'on essaye de faire croire que le Front National sera en cause. Il y a effectivement des partis politiques dont les dirigeants, dont les ministres, dont les élus sont en cause. Le Front National, lui, n'a absolument rien à se reprocher. Voilà. Monsieur Berger, la question, elle est simple. Votre regard sur ce dossier. La première question, elle est simple, parce que c'est pas du tout ce qu'a dit Monsieur Jean-Marie Le Pen aujourd'hui. Est-ce que vous condamnez de manière très ferme l'utilisation de comptes offshore par Monsieur Chatillon ou pas? La question est simple. Est-ce que vous considérez que c'est un scandale ou pas? Première question. Et deuxième question, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que quelqu'un qui utilise des comptes dans des sociétés opaques, sans possibilité de remonter la filiale, c'est forcément qu'on a quelque chose à se reprocher? Monsieur B, franchement, est-ce que vous pensez que nos spectateurs peuvent croire sérieusement que c'est un investissement, tout ce qu'il y a de propre dans une entreprise à Hong Kong, sans problème? Est-ce que vous condamnez? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je vais vous répondre très simplement. D'abord, moi je trouve condamnable en soi de frauder le fisc français et de faire des investissements offshore. Maintenant, mais Jean-Marie Le Pen, il a été exclu du Front National. Vous avez échappé manifestement. Enfin, mais Madame Berger, vos propos montrent que vous ne connaissez rien au dossier. Vous avez lu Le Monde, c'est très bien, mais l'article du Monde est un tissu d'approximation. La réalité, c'est quoi? C'est que la société Iwal n'a absolument pas créé une structure offshore. En réalité, je n'ai pas à condamner M. Chatillon, la justice fait son travail. Mais ce que je constate, c'est simplement qu'il a récupéré une structure existante qui n'a jamais eu de compte bancaire, donc il n'y a aucune infraction, et qui a simplement été porteur de part d'une société qu'il a créée à Hong Kong, tout ça déclaré au fisc français, et il s'est acquitté de ses impôts. Mais encore une fois, attendez. Moi, je ne suis pas là pour défendre M. Chatillon. Moi, je suis un responsable politique, et on va quand même pas reprocher au Front National de ne pas contrôler les filiales ou les succursales ou les sous-traitants de ses fournisseurs. Ce serait assez extravagant. Voilà. Il y a deux petits mails. C'est vrai que moi aussi j'ai lu Le Monde. Après tout, j'ai pas accès à plus de dossiers. J'ai pas encore accès aux 11 millions de fichiers parce que c'est important. Il y a quand même des petits mails comme ça qui sont un peu troublants. Il écrit il faut la liste des candidats sont à joindre, dit-il, Frédéric Chatillon. Puis 2 jours plus tard, il lui dit à cette avocate avec qui il est en relation à Hong Kong, t'inquiète pas, le droit électoral concernant le site web ont été validés et payés par le CNCCFP qui finance, en fait, qui rembourse les candidats. Enfin, on voit bien quand même que c'est pas qu'un investissement de business et que là, il y a un lien entre la politique et ses investissements. Si je peux me permettre, le mail est assez clair. Il a manifestement fait un investissement à Hong Kong et il l'a fait, il le dit en tout cas, et il apporte un certain nombre d'éléments de preuve de façon parfaitement légale en payant la fiscalité sur ses bénéfices. Bon, maintenant, il va y avoir sans doute une enquête approfondie sur tout ça, encore que l'enquête a été clôturée par le juge Van Rymbeck quand même. Mais enfin, donc je vois pas bien comment il pourrait y avoir une nouvelle enquête judiciaire portant sur le même dossier. Mais en l'état actuel, il n'y a absolument rien à lui reprocher. Et ce qui est intéressant quand même, c'est que sur les 1000 noms qui sont sortis dans le dossier, le seul qui a déjà fait, 1000 noms français, le seul qui a déjà fait l'objet d'une enquête dont il n'est rien sorti, c'est précisément M. Chatillon et la société Iwal. Donc c'est assez extravagant que ce soit celui qu'on met le plus en accusation, alors que lui, a priori, il n'a rien fait d'illégal. Voilà. C'est un coup politique pour vous, c'est un coup monté. On cherche à vous atteindre. Politique, mais vous savez, moi j'ai une question. Les lanceurs d'alerte du Panama sont obsédés par le Front National en France. C'est forcément un coup monté. Non, mais par contre, Le Monde un peu plus peut-être. Madame Berger, j'ai une question très simple à vous poser. Il s'est retrouvé absolument par hasard sur les listes du Panama. C'est très gentil de bavasser, d'accuser, mais j'ai une question très simple à vous poser.
Qu'est-ce qu'il a commis d'illégal, monsieur Chatillon? Non, mais la question. Non, mais je vous pose une question simple. Ah, mais c'est très simple. Non, mais qu'est-ce que je vous ai posé une question? Qu'est-ce qu'il a commis d'illégal? C'est ce qui nous différencie, vous et moi. Qu'est-ce qu'il a commis d'illégal? Pour moi, faire en sorte de ne pas payer d'impôts au maximum dans ce pays. Faire en sorte de sortir l'argent. On ne peut pas faire d'investissement à l'étranger, ça n'a rien à voir. Donc vous êtes pour les paradis fiscaux. Mais c'est pas on vient d'apprendre ce soir que le Front National est favorable aux paradis fiscaux, après avoir pendant des années expliqué que la finance internationale était l'ennemi. Non, excusez, non, d'abord. Vous êtes extraordinaire. Vous venez de déclarer que le Front National. Je vous réponds simplement. Non, mais je vous réponds simplement que l'argent n'est jamais passé par Panama, donc vous racontez une fois de plus n'importe quoi. C'est vrai que l'entreprise en question, vous racontez n'importe quoi. L'entreprise en question n'a rien à voir avec le Panama. Aucun argent. Et n'a rien à voir avec les paradis fiscaux. Aucun argent. Jamais. Aucun argent n'a transité par Panama. Et vous allez quand même pas. Vous n'allez pas interdire à une société française de faire des investissements en Asie. Dans les paradis fiscaux, si. Mais pas dans les paradis fiscaux. Il s'agit d'investissements à Hong Kong. Voilà, à Hong Kong, il y a 11 milliards d'euros par an qui sont faits de bénéfices qui sont faits par des sociétés françaises à Hong Kong. Vous n'êtes jamais intéressé au sujet. Et vous nous êtes jamais intéressé pour savoir ce qui se passait après Hong Kong. De toute évidence, vous ne savez pas comment ça se passe. La finance internationale, c'est pas bien. Écoutez, j'ai quelques connaissances. Vous savez rien non plus. Et encore une fois, je vous ai posé une question précise. Vous êtes incapable d'y répondre. Qu'est-ce que vous avez reproché? Ce que je retiens, monsieur B, c'est que le Front National ce soir considère que l'investissement dans les paradis fiscaux, ce n'est pas un problème. Eh bien, moi, je pense que en matière civique, Stéphanie Gibault, Eric Alt, vous êtes magistrat à Anticor. Pour ceux qui nous regardent, effectivement, Le Monde avait annoncé qu'un parti politique était ciblé. On voit ce soir que le Front National se défend, explique. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un, une entreprise, un particulier, une banque, un sportif à aller téléphoner à cette société Fonseca au Panama? Qu'est-ce qui la pousse à faire ça? Très simplement, parce que moi j'ai envie de comprendre. Il a envie de ne pas payer son impôt en France. C'est-à-dire, je me garderais bien de faire un procès en direct à la télévision sur la base d'un article de presse, même si c'est un article qui est un excellent article. Moi, je ferais plutôt le procès d'un système qui permet que chaque année, 60 à 80 milliards d'euros soient perdus. Je ferais plutôt le système effectivement, le procès d'un système où nous avons 600 milliards qui manquent à la France. C'était le titre de l'ouvrage bien documenté d'Antoine Peillon. Antoine Peillon, absolument. On dit même que c'est plutôt 1000 milliards que 600 milliards, parce que c'est en 2008. Et d'un système qui ne protège pas les lanceurs d'alerte, en tout cas pas encore, alors que nous leur devons beaucoup. Stéphanie Gibault, j'en arrive à vous. On va entendre le président François Hollande qui s'est exprimé dès hier en expliquant que la France était en pointe sur cette question, qu'il allait évidemment soutenir un peu plus encore les lanceurs d'alerte. Moi, j'ai lu l'article que vous avez signé dans Mediapart, en tout cas qui vous est consacré très longuement. Vous êtes dans une situation financière d'une très grande précarité. Vous êtes harcelé par cette banque UBS. Vous étiez cadre, rappelons-le. Vous avez finalement fait une sorte de droit de retrait. Vous n'avez pas voulu détruire des fichiers compromettants. Et aujourd'hui, vous en subissez les conséquences. Je vous pose la question simplement. À travers ce fichier, est-ce que vous recommenceriez la même chose en tenant tête à votre supérieur hiérarchique après tout ce que vous avez vécu? Mais je pense que la question ne se pose pas comme ça. Je pense qu'on grandit avec des valeurs, qu'on élève des enfants avec des valeurs et qu'on doit être en harmonie avec sa conscience. Moi, quand on m'a demandé de détruire ces données, je n'ai pas compris ce qu'on me demandait. C'est parce qu'on est venu me demander à plusieurs reprises de le faire de manière pressante dans ce contexte d'une perquisition dans la banque que je me suis dit, qu'est-ce qu'il peut y avoir de si compromettant et de si ennuyeux dans mes fichiers pour qu'on me demande de les détruire? J'ai cherché, j'ai tiré un fil, j'ai parlé à des collègues, des collaborateurs. Et j'ai reconstitué un pulse parce que ce qui fait la fortune de ces banques offshore, c'est justement le fait de compartimenter l'information, le fait que personne n'est capable de reconstituer ce que j'ai, à mon niveau, été capable de faire, alors que moi j'étais quelqu'un qui très pompeusement avait ce titre d'ambassadrice de la banque, donc mon métier était d'organiser des événements et des plateformes et de porter l'image de la banque. Exactement, mais je n'ai jamais travaillé sur des opérations financières, je ne les connaissais absolument pas. Donc en fait, j'apprends à la fois que j'étais mise en risque par mon employeur, parce que moi je passais la frontière régulièrement avec des listes de clients et que j'ai toujours travaillé avec des chargés diplomatique en quelque sorte finalement. J'ai toujours travaillé avec des chargés d'affaires suisses, donc j'apprends que leur démarchage en France est illégal. J'ai jamais eu de formation à ce niveau-là, donc j'apprends premièrement que je suis complètement mise en risque et je me dis mais maintenant que je le sais, où est ma responsabilité?
Si je ne dis rien, qu'est-ce qui m'arrive? Et si je n'avais rien dit, il me serait arrivé la même chose qu'à mes collègues qui sont partis à 5 heures le matin avec les menottes, devant leurs enfants, devant leurs conjoints, par les douanes judiciaires notamment. Ils m'ont raconté ces arrestations très musclées. Et je me dis, mais heureusement que j'ai écouté mon instinct, j'aurais jamais pu, en tant que maman, qui est le seul de mes enfants depuis 10 ans, pu partir avec eux, devant eux, avec les menottes. Donc entre ça et me lever pour dire non, j'ai pas eu à réfléchir, si vous voulez. Moi, j'ai vu l'inspection du travail pour dire, mais je ne comprends pas ce qui m'arrive, qu'est-ce que je dois faire? Et cette dame m'a dit, portez plainte contre votre employeur. Je dis, mais je suis une mère célibataire, mon seul revenu, c'est mon salaire. Que va-t-il m'arriver? Et on m'a dit, madame, on va vous protéger. On va vous protéger socialement. Je n'ai extorqué personne, je n'ai rien volé, je n'ai jamais menti. J'ai aidé des fonctionnaires de mon pays à décrypter des mécanismes et des processus qui leur étaient inconnus. J'ai répondu à des questions. Puis à la fin de cet article, vous dites que vous avez aussi fait rapporter un petit peu d'argent à l'État français, puisqu'effectivement, ils ont pu ensuite récupérer, évidemment, puisque le fisc est venu derrière. Dans cette affaire, j'ai été entendue à partir de avril 2011, pendant un peu plus d'un an. Et on m'a demandé de sortir de la banque des informations qui n'étaient pas dans mon périmètre professionnel. Donc les douanes judiciaires m'ont également mise en risque. Ça répond à la question de madame. Vous devenez un agent infiltré du système. Je ne sais pas comment vous appelez ça, mais moi j'obéis en tout cas à une administration de mon pays qui me demande de l'aider. Et vous sortez les documents? Mais bien évidemment, qu'est-ce que vous voulez que voulez-vous que je fasse d'autre? Et aujourd'hui, l'État vous indemnise, vous aide, un peu comme on aide un agent qui infiltre les narcotrafiquants Mais dans quoi? Financièrement, est-ce que vous avez un soutien de l'État? Absolument aucun. Moi, j'ai été licenciée donc suite à cette affaire, début 2012. Et je suis donc sortie du périmètre Pôle emploi l'été 2014, puisque on m'a toujours dit, mais madame, la médiatisation va vous protéger. Moi, je suis devenue très médiatisée quand Antoine Peillon a sorti ces 600 milliards qui manquent à la France. C'est l'inverse qui vous arrive, ces procès en diffamation, c'est des procès du BS qui continuent toujours à vous demander 50 000, 10 000, 20 000 euros. Je peux me permettre de vous faire entendre François Hollande, vous allez voir, et j'aimerais entendre Karine Berger, nos invités, parce que c'est pour faire écho. Il a immédiatement réagi, le président Hollande, dès que cette affaire, évidemment, a émergé. C'était lundi. Écoutez ce qu'a dit le président de la République, ça fait écho à vos propos. Ça va peut-être vous rassurer, je ne sais pas. Écoutez-le. Nous avons voulu, la France, depuis plusieurs années, être à l'avant-garde des mouvements au niveau international pour plus de transparence, pour moins d'optimisation fiscale et pour la lutte contre le blanchiment. Nous voulons même, au plan législatif, ça va être l'objet d'un texte qui va venir très prochainement au Parlement, montrer que sur la transparence, la lutte contre la corruption, la France peut là aussi prendre un temps d'avance, y compris pour protéger les lanceurs d'alerte. C'est grâce à un lanceur d'alerte que nous avons maintenant ces informations. Ces lanceurs d'alerte font un travail utile pour la communauté internationale. 20 milliards d'euros ont été notifiés à ceux qui avaient fraudé pour que des sommes équivalentes soient récupérées. Sur ces 20 milliards, nous avons déjà repris 12 milliards d'euros. Alors si je puis dire, c'est une bonne nouvelle que nous ayons connaissance de ces révélations, parce que ça va nous faire encore des rentrées fiscales de la part de ceux qui ont fraudé. Donc je remercie les lanceurs d'alerte, je remercie la presse qui s'est mobilisée. Bon, l'État n'a pas encore le portable de Stéphanie Gibault, mais il va falloir qu'il l'appelle quand même, la Karine Berger, parce que Il y a deux choses différentes. C'est bon ce que dit le président. Il y a deux choses différentes. La première des choses, c'est que ce que vient de dire le président est juste. On va être l'un des premiers pays à inscrire dans la loi Sapin 2, une protection juridique des personnes qui, de leur entreprise, de l'intérieur d'une structure, dénoncent des faits illégaux. Donc ça n'existait pas quand Madame a fait cette démarche auprès de l'administration. Ça existera très vite et ça permettra quelque chose d'assez simple, c'est que quelqu'un qui refuse évidemment d'agir de manière illégale et qui aide à découvrir des choses illégales ne soit pas poursuivi par les personnes qu'elle a amenées, ce qui est exactement le cas que Madame est en train d'affronter. Et puis il y a un deuxième sujet qui est beaucoup plus compliqué, qui est la question de savoir comment des informations peuvent être utilisées alors qu'on n'a pas la certitude que ce sont des choses illégales. Comment on fait l'équilibre, voire même légal.
Comment on fait l'équilibre entre des informations, de la transparence, qui peuvent amener effectivement à révéler des choses, des actions illégales, mais qui peuvent aussi tout simplement être des mécanismes légaux contre lesquels il faut se battre, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'évasion fiscale, mais qui là est en fait un vide juridique pour beaucoup de personnes qui sont à l'intérieur de ces structures et qui voient bien que ce qui est fait est immoral, mais n'est pas illégal. Nicolas Bay, Éric Alde. Nous avons l'exemple d'Antoine Deltour, qui a mis en évidence les rescrits fiscaux, qui n'est pas illégal, mais qui en même temps qu'il les mettait en évidence, a dévoilé un système. Expliquer les rescrits fiscaux, c'est intéressant, parce que c'était avec un nombre de pays incalculable. Un mécanisme qui permettait au Luxembourg de convenir avec certaines grandes sociétés multinationales que le taux d'imposition sur les sociétés ne serait pas 29% comme c'est le droit commun au Luxembourg, mais 1 ou 2%. Une ristourne. Oui, et une ristourne contractuelle. Antoine Deltour a dévoilé ce système. En dévoilant ce système, il a permis à l'Union européenne de réagir. Donc on lui doit beaucoup, puisque ces rescrits fiscaux maintenant seront au moins connus des administrations fiscales. Mais il passe en procès le 26 avril. C'est ça. Et j'espère que l'État lui assurera tout son soutien. Juste, je donne la parole à Nicolas Bay, parce que j'ai entendu le mot moral. Il y a un débat technique et il y a un débat moral. Quand vous dites « j'espère que l'État apportera son soutien », comment vous l'entendez, ce soutien? Parce que c'est vrai qu'il y a l'aide juridique, c'est-à-dire qu'on évite que l'entreprise fasse des procès en cascade pour étouffer financièrement. Puis aussi la réalité, quand on fait ça, on quitte l'entreprise et on n'a plus de boulot. Alors pour Antoine Deltour, il a un travail, mais la question n'est pas là. La question, c'est que aucun des lanceurs d'alerte que j'ai eu l'occasion de connaître ces derniers temps, d'Antoine Deltour, Falciani, aucun ne se trouve dans une situation favorable. Ah oui. Alors que nous leur devons beaucoup. Alors j'attends effectivement cette loi. Pour l'instant, il n'y a rien dans la loi. Les dispositions protectrices des lanceurs d'alerte devraient venir par amendement. Nicolas Bay, on a un petit tweet qui s'adresse à Karine Berger, je lui lirai tout à l'heure par rapport au texte qui va arriver. Il y a un débat technique. Il y a l'idée que des entreprises peuvent optimiser fiscalement leurs bénéfices pour essayer de payer le moins d'impôts possible. Il y a des avocats qui le font et c'est pas illégal. Puis il y a un débat moral. C'est vrai que je ne veux pas remettre le doigt là où ça fait mal, mais Marine Le Pen lutte contre cette finance mondialisée, contre ce monde déréglé. Et en même temps, un de ses proches, et je ne veux pas refaire le débat qu'on a eu au début, mais un de ses proches, entre guillemets, va mettre une partie de ses finances, va investir en Asie et en passant dans ce fichier, puisqu'il est quand même épinglé dans le fichier, passant par le Panama, si je peux me permettre. Encore une fois, donc c'est pas, oui, sur le plan moral, c'est pas clair. Non mais d'abord, qu'il y ait des entreprises françaises qui investissent à l'étranger, c'est pas en soi une mauvaise chose. Faut quand même pas non plus tout caricaturer. Et un chef d'entreprise qui décide de faire des investissements à l'étranger, ça peut même être bénéfique ensuite à la France. Ça passe par le Panama, ensuite, Nicolas. Non, en l'occurrence, c'est pas passé par le Panama. C'est-à-dire que c'est une société qui est initialement au Panama, qui ensuite a été uniquement à Hong Kong pour l'activité qui le concerne. Bon, mais je reviens pas sur ce débat un peu technique. Mais la question, c'est la question des frontières, parce que c'est paradoxal de voir un certain nombre d'élus socialistes qui nous disent, en gros, il faut faire plus de régulation de ces flux financiers, et nous sommes tout à fait d'accord, mais qui, par contre, veulent l'ouverture totale des frontières. C'est la logique mondialiste qui fait qu'aujourd'hui, il y a des flux de capitaux sans aucun contrôle, et que évidemment, ça donne lieu ensuite à beaucoup d'abus, dont la fraude fiscale. Et je rappelle quand même que la Commission européenne est présidée par M. Juncker, qui était le Premier ministre du premier paradis fiscal européen, c'est-à-dire le Luxembourg. Moi, je voudrais revenir un instant sur les lanceurs d'alerte. Oui, Madame Gibault, moi, je suis très sensible à ce qu'elle a dit, et évidemment, je salue son combat parce qu'il est très courageux. Il faut évidemment que la République protège ces lanceurs d'alerte, mais il suffit pas, y compris sur le plan matériel d'ailleurs, mais il suffit pas, comme le fait François Hollande, d'annoncer une loi. Il faut le faire concrètement. Et quand je vois qu'il n'a pas le courage politique, par exemple, d'accorder l'asile à M. Snowden, j'ai plus que des doutes sur sa capacité. Et à Julian Assange, on avait demandé l'asile l'année dernière. J'ai plus que des doutes sur sa capacité à réellement protéger demain nos lanceurs d'alerte. Bon. Et puis sur la question entre la morale est en Russie et l'autre est à Londres. Et sur la question de la morale et de la légalité, il faut être clair. Dans la République, tout ce qui n'est pas illégal est légal et est autorisé. Donc s'il y a des vides juridiques, s'il y a des choses qui sont immorales, eh bien il faut modifier la loi. Mais on ne va pas commencer à dire qu'on va faire la traque à ce qui ne nous paraît pas moral dès lors que c'est légal. Et puis enfin, il y a une autre question qui est derrière tout ça. C'est bien sûr qu'il y a des gens qui veulent frauder. Et on voit bien d'ailleurs que parmi les personnes qui sont pointées, il y en a beaucoup qui sont sans doute des hommes d'affaires véreux, etc. Mais la réalité aussi,
qu'il ne faut pas totalement sous-estimer, c'est le fait qu'on a aujourd'hui un système qui fait que beaucoup d'entreprises qui n'ont absolument pas ni la volonté d'aller placer leur argent sur des paradis fiscaux, qui n'ont pas du tout la volonté de frauder, mais qui sont écrasées d'une fiscalité en France qui est confiscatoire. Alors ça justifie évidemment pas d'aller faire des investissements offshore, c'est pas du tout ce que je dis. Mais en revanche, il y a une autre question qui est distincte de la question du offshore, qui est la question de la fiscalité, qui est confiscatoire et qui favorise aujourd'hui dans notre pays les grands groupes au détriment des petites et moyennes entreprises. Je rappelle qu'en moyenne, les groupes du CAC 40 payent 8% d'impôts sur les sociétés, quand les TPE-PME en payent 22%. Et grâce à ce rescrit dont on parlait tout à l'heure, qui est plus qu'une ristourne. L'affaire des Panama Papers est aussi le sujet des sociétés écrans. Alors, effectivement, il y a une directive qui a été adoptée. Elle sera transposée en France par voie d'ordonnance, mais c'est important d'avoir des registres de sociétés. On ne sait pas qui se cache derrière ces sociétés. Exactement, des registres des bénéficiaires réels des sociétés. C'est ça la technique. De permettre l'accès au public, donc des registres publics, ce serait encore mieux, et de les avoir non seulement en France, et je pense qu'on les aura en France d'ici la fin de l'année, mais qu'on les ait au moins dans tous les États de l'Union européenne, et si possible sur la base des recommandations de l'OCDE dans les grands pays, Karine Berger, grande puissance économique. Un petit mot, ce tweet vous était consacré, on va le revoir après, mais celui-ci vient de nous arriver. François Hollande remercie les lanceurs d'alerte. Dans combien de temps l'arrivée de Julian Assange sur le sol français avec toute protection? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est qu'on valorise les lanceurs d'alerte et on sent quand même qu'il y a une frilosité. Dans le cas de M. Assange, dans le cas de M. Snowden, je pense que le sujet, dans le cas de M. Assange, il y a quand même beaucoup de sujets juridiques différents le concernant. Et donc, de mœurs qui le poursuit. Donc moi, à titre personnel, enfin en tout cas en tant qu'élu, je ne suis pas favorable à donner l'accueil à quelqu'un qui est poursuivi pour des questions de violation éventuelle. Ça sent la grande manip. Il y a un portrait. Peut-être, mais enfin, je veux dire, quand quelqu'un est poursuivi pour viol, naturellement, j'ai pas envie forcément de lui donner toute protection de l'État français. C'est ma façon de voir la justice, y compris. Est-ce qu'on peut pas y voir derrière une grande manip, alors dans ce cas-là, ça engage toutes les justices qui se sont penchées sur ce dossier-là. J'ai tendance personnellement à faire confiance à la justice, y compris la justice des autres pays, des pays de l'OCDE. S'il avait mis Snowden à la place de Assange, on est sur un sujet dans le cas de M. Snowden qui est un sujet typiquement de ce qu'on appelle ou pas un lanceur d'alerte. Pour moi, M. Snowden est un vrai lanceur d'alerte, c'est-à-dire que ça fait partie des gens qui, de manière illégale, font sortir des informations, parce que c'était effectivement une action illégale de sa part, des informations qui, pour le coup, ne révèlent aucune action illégale. Donc on est vraiment sur une situation extrêmement compliquée et où on est sur de l'information au sens intérêt général. Pour moi, cela relève des lanceurs d'alerte. Pour le droit, cela ne relève pas du lanceur. Stéphanie Gibault, juste un mot. On l'accueille pas, on fait primer la raison d'État. La raison d'État. Juste un petit mot. Les fichiers que vous avez enlevés, retirés pour les douanes, enfin pour l'État français, c'était quoi? C'était des fichiers légaux de sociétés offshore, de sociétés écrans. Qu'est-ce que vous avez fait exactement en retirant ces fichiers? C'était quoi? Excusez-moi d'être un peu indiscret, mais ils m'ont demandé beaucoup de choses. Il y avait des procédures, il y avait la stratégie commerciale, il y avait les noms des chargés d'affaires dans différents pays, les noms des clients. Les noms des clients reliés à des chargés d'affaires, des coordonnées, des dossiers très particuliers. Certaines affaires sont publiques. D'autres ne le sont pas, donc je ne peux pas citer de nom de client. D'accord, donc vous avez retiré, emmené ces documents qui étaient des documents de dossiers illégaux de la banque, mais qui étaient quoi, des affaires illégales, ou c'était en toute légalité que ces sociétés avaient été créées? Parce qu'il y a quand même le débat ce soir de savoir, il n'est pas interdit de créer une société offshore, une société écran. Oui. Là, on parle de gestion de fortune et essentiellement de gestion de portefeuille individuel. Il y avait certaines entreprises, mais essentiellement des particuliers fortunés. Karine Berger, on avait un petit tweet qui vient encore de disparaître, mais je suis persuadé que ce tweet va revenir. C'est magique, la technologie. C'était à propos d'un débat à l'Assemblée nationale, et ce tweet va apparaître, j'en suis certain. Regardez, il va être là. Amendement anti-évasion fiscale, retoqué en pleine nuit par le PS. Madame Berger, vous en pensez quoi? Expliquez-nous, parce que comme je dormais cette nuit-là. 1 minute 30 d'explication. L'amendement anti-évasion fiscale a été voté en loi de finances 2016. C'est quoi? C'est l'obligation pour les entreprises de transmettre au fisc l'ensemble de leurs données pays par pays. C'est-à-dire que désormais, le fisc français va pouvoir à tout moment vérifier que Société Générale a ou pas 900 et quelques filiales. Ce qui n'a pas été voté,
c'est quelque chose qui a été retoqué par le Parlement européen, par les parlementaires de droite européens et particulièrement par les parlementaires d'extrême droite européens, notamment le Front National. C'est la possibilité de rendre ces données première nouvelle. C'est la possibilité de faire en sorte que en Europe, partout en Europe, ces données-là, pays par pays, soient publiques. Pourquoi la France ne peut pas le voter toute seule? Tout simplement parce qu'on vient de dire tout à l'heure, le jour où la France vote ça, toutes les entreprises passent au Luxembourg. Et on n'a aucun moyen de faire voilà, vous êtes prisonnière de votre démarche fédérale. Et nous défendons la souveraineté des nations parce que c'est évidemment beaucoup plus efficace. Si les députés de droite et d'extrême droite au Parlement européen avaient voté la possibilité de rendre publique la position des filiales de toutes les entreprises en Europe, on aurait effectivement un vrai acte de transparence. Cela n'a pas été fait. La France a voté la possibilité très importante parce que c'était un manque juridique massif, l'obligation pour toutes les entreprises en France de transmettre au fisc leur présence dans tous les pays du monde et toutes leurs filiales. Mais ce qui est extraordinaire, excusez-moi, mais vous défendez une conception fédérale de l'Union européenne. Oui. Vous voulez, non, exactement. Nous défendons une Europe des nations souveraines et des peuples libres. Et totalement opaque. C'est ce qui nous différencie totalement. Vous voulez rétablir à la marge des petites frontières virtuelles et en même temps vous voulez la libre circulation des capitaux, des biens et des personnes, c'est l'immigration massive. Vous voulez pas donner l'asile. Excusez-moi, vous voulez pas donner l'asile à un lanceur d'alerte. Vous nous l'avez dit tout à l'heure. Mais par contre, donner l'asile à des centaines de milliers de gens qui sont arrêtés des clandestins qui sont là pour des raisons économiques, ça vous pose aucun problème. Votre racisme sous-jacent n'a aucun rapport avec le débat que ce soit. Votre racisme est supportable dans le débat actuel. Ce qu'il faut, c'est rétablir des réelles protections aux frontières dans tous les domaines, y compris s'agissant des flux financiers. Voilà. Et ça s'oppose fondamentalement à l'idéologie mondialiste qui est la vôtre et à votre approche de la construction européenne. Donc vous refusez de voter les amendements qui permettent d'avoir plus de transparence. Nous voulons retrouver notre souveraineté en la matière. Et nous voulons retrouver notre souveraineté en la matière et que ce soit la loi française qui s'impose sur le territoire national et qui s'impose aux banques françaises. Voilà. C'est ce que vous ne voulez pas faire et c'est ce qui est à l'origine de toutes les dérives et notamment des paradis fiscaux. Un petit mot, même plusieurs. Moi, je me souviens de la phrase de François Hollande, elle avait fait beaucoup jaser à l'époque, pendant sa campagne. La finance, c'est mon ennemi. C'est vrai que tout le monde s'était dit, voilà, il va se passer des choses. On a quand même le sentiment, est-ce de sa faute ou pas, qu'il est quand même très difficile de toucher au monde de la finance. C'est un univers opaque, puissantissime. Amendement, précisément. Je veux dire, voté ou pas d'ailleurs? Alors, le reporting pays par pays, donc la transparence comptable pays par pays, a été voté pour les banques dans la loi bancaire. La France était en avance. Et c'est grâce à cela que les ONG peuvent faire, effectivement des rapports de ce type et dévoiler que les banques ont beaucoup de bénéfices dans certains paradis fiscaux. Ça permet de connaître la localisation des profits. Et effectivement, ce reporting pays par pays existe pour les autres entreprises, mais il n'est pas public. La France aurait pu montrer l'exemple. La France attend que l'Union européenne adopte des dispositions comparables. Juste un petit mot sur l'espèce d'opacité. Je voyais que vous étiez d'accord avec ma question. C'est que la finance, c'est tellement complexe. On voit ces sociétés écrans, ces sociétés offshore, c'est légal. On appelle ça des zones grises. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit voter des lois? On doit réinventer un nouveau code législatif pour encadrer? Ou comment vous regardiez ça, vous qui étiez cadre il y a encore quelques temps? Vous avez le sentiment que les banques avaient la toute-puissance? Écoutez, il y a assez de règles, de lois et de règlements. Il faudrait peut-être qu'elles soient appliquées. Comment est-ce que vous expliquez, alors qu'il y a eu des missions dans la banque pendant des années, notamment de la CP, etc., que ce soit à partir du moment où il y ait quelqu'un comme moi et d'autres dans la banque qui lance une alerte, que finalement la banque puisse être condamnée. C'est-à-dire qu'on voit bien que à la fois il y a une opacité qui est due à ce cloisonnement et en même temps il y a un entre-soi qui permet justement à ce que tout cela puisse continuer. Entre soi, entre qui? Entre les hommes d'affaires, entre les avocats, entre les hommes politiques? Écoutez, j'ai assez de plaintes en diffamation comme ça contre moi, mais en fait le problème est là. C'est une question de pouvoir et d'argent. Donc c'est très compliqué parce que justement face à ça,
C'est des milliards qui manquent au pays, c'est 1000 milliards système social, voilà, oui. et qu'elle émette de la lumière là-dessus. Vous voyez ce que ça nous coûte, ça a emporté nos vies. Donc il faudrait justement que plutôt que de nouvelles lois, de nouvelles règles et de nouveaux règlements, je pense que si on pouvait protéger mieux tous ceux qui ont des choses à dire à tout leur niveau, puisque dans une banque, on est tous très cloisonnés, donc chacun a des informations très complémentaires. Si tout le monde pouvait parler et être protégé, on n'aurait plus ces problèmes justement d'opacité bancaire, d'informations qui sont pratiquement inaccessibles, parce que toutes les informations que vous avez depuis 8 ans, et 8 ans c'est quand même une période de temps relativement importante, c'est depuis laquelle je n'existe plus. Vous existez différemment. Ben, oui, en tout cas j'étais dans la vie et insérée. Si on n'avait pas mis la lumière, qui l'aurait mise ? Est-ce que ça aurait été les autorités de contrôle ? Est-ce que ça aurait été les hommes et les femmes politiques ? Qui aurait mis de la lumière ? Karine Berger, excusez-moi, c'est une question qui peut durer une nuit, mais on a le sentiment quand même d'une impossibilité finalement de contrôler ces flux financiers. On parle de zones grises de 1000 milliards qui circulent, on parle de narcotrafic, on dit que le Panama, c'est intéressant, en grande partie, au-delà de ce fichier gigantesque, le Panama recycle, blanchit le narcotrafic de l'Amérique du Sud. C'est colossal. Il y a trois choses différentes et moi, je pense qu'on est en train de renverser la machine. La lutte contre la fraude fiscale des particuliers, la France et l'Europe, de manière générale, a fait des choses considérables avec un élément absolument fondamental, c'est ce qu'on appelle la transmission automatique des informations. Pour information, le Front National a évidemment voté contre cette transparence aussi. Donc, l'obligation contre le fait que notre souveraineté c'était à l'Assemblée nationale. Donc, je sais ce que vos collègues ont voté. C'est pas l'Europe. Non, mais c'est pas la question. Un exemple de plus. Où la mesure est simple, une banque est dans l'obligation de transmettre au pays l'information comme quoi une personne citoyenne de ce pays a des comptes dans cette banque. Premier point. Et deuxième point, l'ensemble des mesures dites BEPS, pardonnez-moi l'acronyme, de l'OCDE, 15 mesures qui sont celles qui manquent et qu'on va imposer. Et juste information importante, le Panama est l'un des très rares pays à avoir refusé, il y a quelques semaines, de se plier à ces deux nouvelles règles que tous les pays de l'OCDE sont en train de prendre, et bravo à l'OCDE. Vous lancez le sujet, vous allez voir les raisons pour lesquelles le Panama d'ailleurs était sorti de la liste des pays noirs, pour des raisons, vous allez voir, de chantage tout simplement, qui avait été fait à l'époque à Nicolas Sarkozy, qui était le président de la République. Voilà comment ce paradis fiscal finalement a échappé à la liste noire. Regardez ce sujet réalisé par Thibault Le Floch. En 2009, le Panama est placé sur la liste noire des paradis fiscaux par l'OCDE. Le pays est alors touché par un embargo financier. Pour sortir de cette liste noire, le Panama doit passer des accords fiscaux avec au moins 12 pays. En 2011, 11 pays ont signé un accord fiscal avec le Panama. Reste encore la signature d'un État, celle de la France. Sauf qu'à ce moment-là, en plein G20 à Paris, le président Nicolas Sarkozy pointe du doigt 11 États considérés comme des paradis fiscaux, dont le Panama. Le message est très clair. Nous n'en voulons plus. Et les pays qui demeurent des paradis fiscaux avec la dissimulation bancaire seront mis au banc de la communauté internationale. Coup de théâtre 2 semaines plus tard, lors de la visite à Paris du président panaméen de l'époque, Ricardo Martinelli. Après une rencontre avec Nicolas Sarkozy, il réussit à obtenir un accord fiscal entre son pays et la France. Le Panama sort ainsi de la liste noire des paradis fiscaux. Comment le Panama a-t-il obtenu un tel accord ? Selon l'hebdomadaire Marianne, l'Élysée a cédé face au chantage économique du Panama. Le président Martinelli aurait menacé d'écarter les entreprises françaises de juteux contrats comme la construction du métro de Panama City ou l'élargissement du canal. Malgré cet accord, Paris continuait de pointer le manque de coopération du Panama, à tel point qu'en décembre dernier, Bercy menaçait de réintégrer le pays sur sa liste noire, 4 mois avant les révélations des journalistes internationaux. Karine Berger, c'est un chantage
au business, c'est-à-dire qu'on dit aux entreprises françaises, voilà, votre pays n'est pas gentil avec nous, bah, vous ne pourrez pas investir dans notre pays. Enfin, c'est insupportable. Je leur dis, le Panama blanchit, recycle une grande partie du narcotrafic qui ensuite repart dans des pays comme de l'argent propre. C'est un rapport de force. C'est un rapport de force qui petit à petit est en train de céder du bon côté. La Suisse, sur la pression incroyable. Elle fait des efforts, vraiment, la Suisse. Oui, sur l'échange secret bancaire, sur l'échange automatique. Le secret des bancaires en Suisse, c'est terminé, c'est fini. Est-ce qu'on aurait pensé il y a 10 ans qu'on arriverait à mettre fin au secret bancaire suisse? On l'a réussi. On a réussi grâce à cette coordination internationale. Il y a quelques pays qui sont des pays qui, pour des raisons effectivement géographiques, de voisins et d'activités illégales, pour le coup vraiment illégales, qui se sont transformés en plateformes de transmission, qui restent des pays qu'il faut absolument arriver à faire plier. Tant qu'on n'a pas réussi à faire plier ces pays, on a des trous dans la raquette, et tant qu'on a des trous dans la raquette, on a un problème. Moi, je pense vraiment que ce qui se passe au sein de l'OCDE depuis 3 ans, la volonté conjointe des États-Unis, de l'Europe, d'arriver à quelque chose de correct et d'efficace, le rapport de force est en train de changer. Alors, il faut lire l'article du Monde quand même, et je mets de côté les débats sur les hommes politiques. Il n'y a pas que le Front National ou Frédéric Chatillon, mais il faut quand même lire l'article pour essayer de comprendre un peu. Ça passe par les îles Vierges, ça revient par Guernesey, ça passe par Hong Kong, et puis ça finit à Panama, ou ça passe par Panama. Enfin, c'est des montages excessivement complexes. Je voulais juste vous montrer ces chiffres sur les banques. La Société Générale, dont on parlait, je voudrais qu'on s'y arrête une petite seconde, sur ces comptes ouverts. Voilà, ces sociétés offshore créées par le cabinet Mossack Fonseca, dont on parle depuis le début de l'émission. HSBC a toujours 2300 comptes, selon le fichier, hein, bien sûr, ça ne concerne que cette entreprise. Crédit Suisse, 1100, l'UBS 1100, et la Société Générale 979, donc est une banque française. Ça vous évoque quoi, Nicolas Bay? Une banque qui a commencé à fermer, à faire des efforts, dit-elle, mais elle a quand même évidemment toujours ses sociétés. Enfin, ça marche comment? Enfin, il n'y a pas moyen d'interdire ce système? En fait, le problème est simple. Moi, j'ai écouté Madame Berger avec intérêt, mais on voit bien que sa démarche, ça consiste à harmoniser les règles à l'échelle mondiale. Bien sûr. Voilà. Et ça, c'est une utopie totale. Pourquoi? Parce qu'il y aura toujours des pays qui auront intérêt à ne pas respecter les règles, et il y aura toujours des pays qui eux-mêmes respectent les règles, qui auront intérêt à ce qu'il y ait des voisins qui ne les respectent pas. Et par conséquent, ça ne fonctionnera jamais. Donc le seul moyen d'éviter la fraude fiscale, c'est évidemment que le pays retrouve sa souveraineté en la matière, c'est-à-dire qu'il contrôle les entrées et les sorties, et qu'il contrôle les établissements bancaires. On a laissé, il faut dire la vérité, on a laissé les banques faire ce qu'elles veulent depuis des décennies. Par exemple, depuis la loi de 73, on est obligé d'emprunter sur les marchés financiers sans possibilité d'emprunter, que le Trésor public emprunte à la Banque centrale. Les banques se sont enrichies considérablement. Il y a les 2/3 de notre dette, qui est de 2100 milliards d'euros, qui sont constitués des intérêts dus aux banques. Bon, on a donné tout aux banques. Eh bien, il faut à nouveau les contrôler. D'abord, il faut séparer les banques de dépôt et les banques. Ce qui a été proposé par le président Hollande. Et ensuite, il faut contrôler intégralement à l'échelle nationale les flux de capitaux entrant et sortant. Voilà. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Vous vouliez intervenir. Vous êtes d'accord avec cette idée? Oui, non, mais je voulais simplement dire que depuis 2007, on sait qu'en plus, les banques sont plus puissantes que les États. Donc, elles sont plus. Excusez-moi, mais je suis d'accord avec vous, mais elles sont plus puissantes que les États parce que les États, exactement, leur ont tout donné, ont tout lâché, alors qu'il suffit en effet de prendre les dispositions légales pour contrôler les activités bancaires. Et quand François Hollande nous disait je suis l'ennemi de la finance, on a vu le résultat, on a vu que tout ce qu'il a fait, c'est matraquer les classes populaires, matraquer les classes moyennes, sans jamais. Oui, non, mais si, c'est bien sûr que c'est le même sujet. Quand vous avez les grands groupes du CAC 40 qui payent très peu d'impôts, c'est ce sujet-là. C'est les riches qui sont toujours plus riches quand les plus modestes ou les classes moyennes sont de plus en plus paupérisés. Ce qui est pratique avec le Front National, c'est que chaque fois qu'on propose d'augmenter la fiscalité sur les grandes entreprises ou qu'on propose de mettre de la transparence ou de la régulation, vous l'avez jamais fait. Mais bien sûr que pas si. Et vous avez toujours voté contre, toujours hurlé sur le. Mais si, mais je suis désolée. Vous savez que augmenter les impôts, mais en général vous les augmentez sur les plus modestes. Monsieur écoutez, vous avez augmenté les impôts. Arrêtez de jouer le chevalier blanc. Le Front National et le Front National et le parti. Première année du quinquennat de François Hollande, 1 million. Première année du mandat de François Hollande, 1 300 000 Français qui étaient jusque-là n'étaient pas assujettis à l'impôt sur le revenu et qui se sont mis à le payer. C'est bien les classes modestes, les plus populaires, vous avez frappé très durement. Donc ne racontez pas n'importe quoi. Vous n'avez jamais attaqué la grande finance. Et 10 milliards d'impôts sur les grandes entreprises qui n'avaient jamais été rentrés. Et d'ailleurs, vous avez voté contre cette
mesures, comme d'habitude. Il continue à avoir une fiscalité très inférieure à celle qui frappe les petites entreprises. Vous avez voté ne racontez pas n'importe quoi. Juste, on a un tweet d'une tweetos qui nous disait il y a quelques secondes sur la Société Générale. Non, vous voulez pas... allez-y, vous vouliez réagir au débat. Un objectif raisonnable, mais qui tarde à être atteint, c'est qu'il n'y ait plus de paradis fiscaux, au moins à l'intérieur de l'Union européenne. C'est compliqué ça. Il y a le Luxembourg, puisqu'on l'évoquait tout à l'heure. Voilà. Non. Comme paradis fiscal. Alors, c'est pas un paradis fiscal. Au sens de l'organisation Tax Justice Network, évidemment, au sens de la France où il y a 6 paradis fiscaux sur la liste, non. C'est pas un paradis fiscal. Je rappelle quand même que M. Juncker a été élu président de la Commission européenne par les voix de l'UMP et du Parti Socialiste, par tous les deux groupes, PPE et SD, vos amis, Madame Berger, ils ont voté pour que le Premier ministre d'un paradis fiscal soit président de la Commission européenne. Ça vous disqualifie totalement pour parler de ces questions-là. Vous souteniez un candidat ultra-libéral qui avait décidé de mettre fin à toutes les régulations. Ah bon, oui. Qui est-ce qu'on soutenait? Plus du nom, mais c'était vraiment assez impressionnant. Non, vous racontez n'importe quoi. Non, puisque nous n'avons pas présenté de candidat. Nous n'avons pas présenté de candidat à la présidence de la Commission européenne. Donc c'est un mensonge grossier. C'est pas le premier depuis le début de ce débat. À part l'insulte, la critique, la violence, vous ne savez rien faire. J'ai aucun argument. Je voudrais juste, au-delà de la passion du débat politique aussi qui est posé ce soir sur le plateau, la Société Générale. Arrêtons-nous un instant, parce que c'est une banque qui a souvent été pointée du doigt, elle a souvent été montrée comme une mauvaise banque, même dans ses investissements, choisissant évidemment des choix d'investissement non écologiques. Souvent, elle a été pointée sur ces questions. Qu'est-ce qu'on peut faire exactement? Moi, je suis client, je vais voir la Société Générale. J'ai lu dans Le Monde que ça n'apparaissait pas dans les comptes annuels. On ne sait pas qu'elles ont créé ces filiales, ça n'existe pas. Comment ça marche, ce système? D'abord, on peut dire que la Société Générale fait 30% de ses bénéfices dans des pays paradis fiscaux au sens de l'ONG Tax Justice Network. Les clients lui donnent de l'argent pour qu'elle aille investir dans ces paradis. Voilà. On sait aussi qu'une filiale de la Société Générale implantée au Luxembourg fait partie des 10 principales banques sur 511 qui ont servi d'intermédiaires. Donc ça, au moins, on le sait, ce sont des éléments factuels. Après ça, effectivement, on peut dérouler un certain nombre de mesures pour rendre ce type de pratique plus difficile. Imaginons qu'on classe le Luxembourg, au-delà du débat politique que vous avez sur Jean-Claude Juncker, qu'on classe le Luxembourg comme paradis fiscal. Qu'est-ce qui se passerait sur le plan économique? Les entreprises partiraient, feraient du chantage en disant on n'investit plus nos capitaux ici? On applique les règles qui sont relatives aux paradis fiscaux, c'est-à-dire qu'effectivement, les fonds qui sont en provenance ou à destination sont taxés. Alors, à combien, excusez-moi pour être très précis, une fiscalité importante? Mais effectivement, c'est le type de sanctions qui concernent les paradis fiscaux. Pour l'instant, il y en a 6. Et c'est effectivement appliqué au Luxembourg, ce qu'on applique au Botswana ou aux îles Niue, ce serait un enjeu un peu différent. Mais c'est ça. Karine Berger, sincèrement, vous en pensez quoi? Vous êtes une économiste, vous êtes une femme politique. C'est vrai que le Luxembourg est souvent pointé du doigt, et je comprends même ce soir que le Luxembourg sert de rampe de lancement pour ensuite faire partir les capitaux vers, cette fois-ci, des vrais paradis fiscaux. Enfin, excusez-moi, c'est quand même, on est à 1h30 en voiture du Luxembourg. Alors, le rapport qui est cité est un excellent rapport, et effectivement, il met en lumière quelque chose d'assez simple, c'est que on peut utiliser le terme paradis fiscal si on veut, mais c'est pas le point principal. La plupart des montages financiers qui visent à de l'évasion fiscale, c'est-à-dire non pas à de la fraude fiscale, mais à de l'utilisation immorale d'un certain nombre de règles fiscales passe par le Luxembourg, l'Irlande et les Pays-Bas. C'est le message du rapport. Le reste étant en fait assez secondaire, du fait notamment de toutes les règles qu'on a mises en place. C'est quand même très important de mettre en valeur le fait qu'il ne reste que 3 problèmes principaux qui sont au sein de l'Union européenne. Donc la question, elle est simple. Est-ce qu'on veut sortir Luxembourg de l'Union européenne ou pas? C'est la seule solution si vous voulez le classer paradis fiscal au sens juridique du terme, c'est-à-dire avec une taxation spécifique. On en a besoin du Luxembourg sur le plan économique, j'imagine. Je pense que sur le plan politique, la question de savoir s'il faut faire exploser l'Union européenne uniquement sur ces questions-là doit être posée. En revanche, ce qui s'est passé, et ça a été évoqué à l'instant, c'est que parce que le Luxembourg est dans l'Union européenne, des mesures lancées par la Commission européenne contre une concurrence déloyale du Luxembourg ont pu se mettre en place du fait de ce dumping fiscal. On n'attaque pas sur le fait que c'est un paradis fiscal, on attaque parce que le Luxembourg n'est pas un joueur correct au sein de l'Union européenne. Et c'est là-dessus que c'est en train de se changer, c'est là-dessus que M. Juncker a été obligé de reconnaître que l'ensemble du système luxembourgeois doit être désormais modifié. Il est réformé ou pas? Il est en train de se réformer, tout à fait. Et j'ajouterais juste un point, on parle beaucoup du Luxembourg parce qu'effectivement c'était la passe naturelle. On ne parle pas de
États-Unis ce soir. Non, vous avez remarqué, parce que c'est pas dans le fichier. Le vrai sujet en Union européenne désormais, et ça va être un vrai problème parce que moi j'attends que les associations nous aident, mais nous les députés français on le fait au maximum, ce sont les Pays-Bas, parce que sur la partie Pays-Bas, on a un vrai problème, puisque là les Pays-Bas n'ont pas l'intention, eux, à la différence du Luxembourg, de modifier la règle. Juste Stéphanie Gibault, vous dites depuis 8 ans, votre vie a basculé, vous le racontez à la fois dans votre livre et dans cet article de Mediapart que j'invite ceux qui nous regardent à lire attentivement. Vous avez le sentiment que le monde a changé depuis que vous avez lancé les alertes? Je pense à Falciani, je pense à vous, je pense à d'autres. Ou est-ce que le monde continue à tourner sur le même mode, c'est-à-dire sur un mode de la corruption, sur le mode de l'évasion fiscale? Est-ce que les choses ont changé ou pas, selon vous? Une prise de conscience grâce au tapage médiatique autour de nos histoires qui ont été assez emblématiques justement sur des banques qui étaient tellement puissantes et qui avaient pignon sur rue. UBS, c'est une des plus anciennes banques au monde et la banque de gestion de fortune référence dans le monde. Voilà, il y a une prise de conscience. Maintenant, est-ce que les choses changent? Je pense que l'affaire Panama Papers montre que les choses se déplacent. C'est différent. Ça va ailleurs. Un petit mot avant de nous quitter, il nous reste quelques minutes, mais il faut lire attentivement l'article de Monique Pinson-Charlot qui s'intéresse depuis plusieurs décennies aux riches, aux oligarchies, et qui signe un article très intéressant dans les colonnes du Monde où elle parle de... Alors c'est un peu technique là aussi, ça s'appelle le verrou fiscal. Donc c'est une loi de 1962, le verrou de Bercy, qui en 1977 autorise le ministre à faire le chef de gare, c'est-à-dire il condamne ou pas l'évadé part en correctionnel, ou alors ce monsieur paye son chèque et passe par une petite porte dérobée et il n'a aucun souci. Vous en pensez quoi? Est-ce qu'il faudrait supprimer cette loi de 77 et faire en sorte que celui qui a vraiment fraudé aille en correctionnel J'espère bien que ce sera le cas. D'ailleurs, le Sénat a adopté, contre l'avis du gouvernement pour l'instant, une disposition qui met fin au monopole du ministre du Budget. Oui, parce que plein pouvoir de Bercy. J'espère que les députés voteront cette disposition quand le texte reviendra à l'Assemblée nationale. Nicolas Bay et Karine Berger qui n'étaient pas d'accord. Vous en pensez quoi? Parce que le ministre a tous les pouvoirs. Oui, mais c'est exactement le problème. C'est le problème dès lors qu'on a un pouvoir qui est arbitraire, ça donne lieu à toutes les dérives possibles. Donc il faut évidemment que ce soit encadré par la loi, encadré par la justice, et que ce ne soit pas le ministre ou son administration qui décide arbitrairement qui est-ce qu'on sanctionne, qui est-ce qu'on sanctionne moins, qui est-ce qu'on ne sanctionne pas du tout, parce qu'évidemment ils vont le faire parfois sur des critères inavouables, et notamment évidemment des critères de proximité politique. Donc je crois qu'il faut dans ce domaine que la loi s'applique avec rigueur et qu'elle soit appliquée en l'occurrence par la justice. Jérôme Cahuzac est épinglé dans Le Monde aussi et son avocat se réserve la réponse. C'est ce que je voulais vous dire, c'est-à-dire qu'avec M. Cahuzac, dont les comptes offshore étaient chez UBS à Genève, pour le rappeler, c'eût été la moindre des choses à ce moment-là que le verrou de Bercy saute. Et il n'a pas sauté. Et il n'a pas sauté, ce verrou de Bercy. Je tiens à préciser expliquez-nous, parce que en ce moment, il y a des gens qui rentrent là dans un petit bureau et qui vont expliquer qu'ils ont évadé et qui viennent à Canossa et on leur dit écoutez, vous nous réglez cette somme et vous partirez discrètement par la porte de derrière et vous n'aurez... Non mais j'essaie de comprendre moi. Ça ne se passe pas comme ça. Alors d'abord, première chose, contrairement à ce que M. B a sous-entendu de manière assez malsaine, il va de soi que l'administration fiscale fait les choses de manière complètement légale. Ça, c'est assez extraordinaire, d'affirmer comme ça de façon péremptoire. Mais parce que M. B, vous crachez sur l'État, vous crachez sur les Français, quand on a Jérôme Cahuzac qui était ministre du Budget, on a le droit de se poser des questions. Vous crachez sur tout ce qui n'est pas vous. Non, c'est pas ça. Je suis désolée, moi je fais partie des gens qui considèrent que l'État français est un grand État, que l'administration est une grande administration et que les fonctionnaires sont des gens honnêtes. Vous ne considérez pas. Il n'y a pas de corruption chez les ministres socialistes, bien sûr. Vous ne considérez pas que les fonctionnaires sont des gens honnêtes. Vous avez attaqué l'administration et les fonctionnaires. Non, je dis pas que ce sont les fonctionnaires. Je dis qu'ils obéissent aux ordres des politiques, c'est-à-dire des ministres socialistes comme M. Cahuzac, qui sont des évadés fiscaux. L'administration fiscale... J'ai évadé des millions d'euros, j'ai été pris, je reviens. L'administration fiscale peut, d'ailleurs, à tout moment, quand elle reconnaît, quand elle trouve quelqu'un qui a fraudé, continuer en justice pour avoir des sanctions. Mais le point important... Oui, bien sûr, très souvent. 1000 affaires par an. Voilà. D'accord. Mais le point le plus important, c'est que la cellule où la personne est attrapée... La fameuse cellule. D'abord, la personne paye ses impôts, et puis il y a quand même une très très grosse amende en plus. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement payer ses impôts et puis vous sortez par la porte de derrière. On paye beaucoup plus cher. Vous payez vos impôts, et puis quand même... Les arriérés. Il y a un certain nombre de sanctions qui sont prises. Et par ailleurs, une fois que ça s'est fait,
on peut très bien, et c'est souvent le cas évidemment pour tous les cas importants, transmettre à la justice. Pourquoi 16 000 affaires et 1000 qui sont poursuivis. 16 000, 1000, une proportion quand même assez 16 faible. 000 avec beaucoup quand même de cas de correction qui, à mes yeux, ne méritent pas la correctionnelle. Pas forcément d'être systématiquement envoyés en justice. En tout cas, sur tous les gros cas, il y a transmission à la justice. Et ce qui est le plus important, c'est que le travail fantastique qui est fait par des gens qui envoient des informations et qui se mettent en danger, doit être traité le plus vite possible par l'administration fiscale qui est en mesure, elle, de faire les vérifications et grâce à des pouvoirs considérables qu'on a donnés aux douaniers, Madame l'a évoqué, qu'on a donnés à l'administration fiscale, sont en mesure de trouver des résultats très très vite. La difficulté quand on passe par la case directement juridictionnelle, c'est qu'on rentre évidemment sur une problématique de procès, c'est-à-dire évidemment de démonstration des différents éléments à 16 000, la proportion est... Oui, c'est important d'avoir ce chiffre. Et la seule infraction pour laquelle le procureur ne décide pas des poursuites. Et oui, c'est pas lui de décider. Juste avant de nous quitter, je voudrais quand même, revenir quand même sur le cas de Stéphanie Gibault. Je pense comme ça à ceux qui dénoncent la mafia, par exemple aux États-Unis. On leur offre un nouveau pays, on leur offre une maison, on leur offre de l'argent, ils peuvent refaire leur vie. C'est aussi un peu des lanceurs d'alerte, ceux qui dénoncent le système mafieux et qui prennent les lanceurs d'alerte dans ce cas-là. Est-ce que l'État doit imaginer un dispositif extrêmement concret pour leur permettre de reprendre une vie normale? Parce que Stéphanie Gibault n'a pas une vie normale depuis 8 ans. Ce qui est certain, c'est que moi je souhaite que dans la loi Sapin 2, toutes les personnes qui participent à la dénonciation d'actes illégaux soient évidemment soutenues dans leur démarche protégée et soutenues. Encore une fois, la vraie difficulté qu'on aura, c'est qu'un certain nombre de cas relèvent plus de, ce qui n'est pas le cas de Madame, relèvent plus de l'information de choses que l'on souhaite combattre politiquement, mais qui ne sont pas forcément des choses illégales. Et donc c'est cet équilibre-là qu'il va falloir trouver dans la loi Sapin, et j'espère que nous y arriverons de manière très efficace, de manière à ce que toutes les personnes qui participent à l'action de la justice dans notre pays et à l'action de l'État et à la transparence de l'État, puisque l'administration est une administration très solide en France et non corrompue, contrairement à ce que pense Monsieur B, eh bien ça doit être évidemment soutenu. Stéphanie Gibault, qu'est-ce que vous attendez ce soir concrètement là, que l'État vous prenne en charge? Écoutez, après les annonces de Monsieur François Hollande, président de la République, moi je lui ai écrit à plusieurs reprises pour lui proposer. J'ai écrit Jean-Jacques Urvoas, au président, au Premier ministre. Le Premier ministre, non. Michel Sapin. Monsieur Sapin, la Cour européenne des droits de l'homme, voilà. Enfin, bon, on peut trouver des solutions, c'est-à-dire que. On est toujours très obtus en disant on peut pas. J'écrivais à Monsieur Hollande, le président, lui disant que j'avais rencontré Madame Ziaten, qui est cette maman qui se bat parce que son fils a été abattu par Mohamed Merah. Donc en fait, elle se bat avec son association pour déradicaliser les banlieues et éduquer les enfants en banlieue. Je lui disais, mais pourquoi est-ce qu'on prendrait pas un pourcentage de ces sommes qui rentrent à Bercy pour l'aider à développer son association? Par exemple, je pourrais être très utile à ça. On peut trouver des idées. C'est une question de volonté. Il y a des paroles et il y a des actes. Et vous attendez les actes ce soir? Oui. Voilà. Plus urgent, puisque là, c'est une question de survie. La loi Sapin, elle arrive... Et il y en a d'autres. Elle arrive vraiment. Elle a été présentée au Conseil des ministres. Elle arrive très vite. Quelques semaines. Et évidemment, c'est la protection juridique des personnes qui participent à la justice, à l'exercice de la justice en France, qui doivent absolument être. Merci. Sur d'alerte reste encore à écrire. À écrire. Et donc, on reviendra sur ce dossier qui est important. Merci à Nicolas Bay, secrétaire général du Front National. Le Monde a indiqué que chaque semaine, il ferait des révélations, parce que 11,5 millions, évidemment, ce fichier, c'est colossal. Ça fait quelques articles, évidemment, à lire dans les colonnes du Monde. Merci à vous, Stéphanie Gibault, lanceuse d'alerte, je vous appelle comme cela, mais on reverra évidemment la définition à donner à cette définition. Éric Alt, merci. Vous êtes représenté Anticor, magistrat. On a parlé du CCFD et de Oxfam qui travaillent aussi sur tous ces travaux et ces rapports. Merci à Karine Berger, députée socialiste des Hautes-Alpes. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous les tweetos d'avoir parlé, échangé avec nous en direct. Demain, on change de sujet, on s'intéresse. Vous savez cette petite phrase de Patrick Caner qui a dit qu'il y avait plus de 100 quartiers français qui ressemblait à celui de Molenbeek, et on va essayer évidemment d'expertiser, d'analyser cette phrase qui a fait grincer des dents. Merci, bonne soirée et à demain.